Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au troisième épisode de la saison 2 de la série House of the Dragon. Et sans plus tarder... qui ça peut bien être? Oui, bonjour. De quoi? Désolé mais j'ai réinvité. Est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît? Ouais non, en fait peut-être que c'était pas si pertinent que ça de vous demander de répéter. Par contre, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez retirer ce flingue de mon front? Quoi? Ce bouton là? Que j'appuie dessus? Ouais mais non mais t'es un fou toi, moi j'appuie pas sur... Ah mais vous parliez de ce bouton là? Mais j'avais pas compris moi. Bien sûr que je vais le faire, je vais même carrément appuyer dessus. T'en vois, il y a écrit un truc. Traduction France... Bah voilà. Bah fallait commencer par là. Bon bah voilà, ça m'a l'air tout bon. Du coup, c'était pour... Faut qu'on parle. Donc l'épisode démarre avec un face-à-face entre des hooligans de la maison des Bracken, qui soutient l'équipe d'Aegon, et ceux de la maison des Nerbosk, qui soutient elle, Rhaenyra. Et qui se finit mal, très certainement parce qu'à l'époque non plus, le concept d'arbitrage n'existait pas dans les tribunes. Pendant ce temps-là, Rhaenyra décide d'enterrer les jumeaux ensemble, malgré la trahison de l'un d'eux. Puis Rhaenys fait part à la reine de sa volonté de calmer le jeu, que cette guerre n'a aucun sens et que la seule personne qui pourrait être en accord avec ce projet serait Alicent. Malheureusement, c'était sans compter la ténacité de Rhaenyra qui explique grosso merdo que... Le petit con de sale mioche de Logronia a pu poser sur mon trône. Même que sur mon trône à moi et rien qu'à moi. Ah non, mais comme ça. Puis à Port-Réal, on assiste au premier pas de Criston en tant que main du roi, qui devient au passage de plus en plus détestable. Ok, Rhaenyra l'a envoyé chier lorsqu'il lui a fait part de ses projets, et avec Alicent, on n'est pas loin d'un remake. Du coup, on aurait pu avoir de l'empathie pour le personnage, se dire qu'il les accumule et qu'il mérite peut-être que justice soit faite. Mais non! Là, on a foutu les pieds dans House of the Dragon. Autant dire que la justice, au bout d'un moment, tu te la fais toi-même. Et il se trouve que Criston, c'est pas le genre à dire « Au nom de sa majesté, veuillez vous rendre ou vous tâterez de mon épée, preux chevalier !» Non, non, là on est en temps de guerre, tout le monde va déguster. Tiens, toi là, tu vois mon épée? Disparue. Où elle est? Dans ton cul. Allez, on n'a pas le temps, au suivant. Tu sens qu'en tant que main, il va pas y aller... de main morte. Quant au roi, qui souhaite naturellement s'investir dans cette bataille, se voit contraint de devoir rester au bercail. Toi, tu bouges pas d'ici. Et là, de retour à Pendragon, on a cet échange entre Rhaenyra et Mysaria, qui confirme que cette dernière a bien donné l'alerte, suite à l'intrusion d'un des jumeaux dans le château. En effet, dans ma vidéo précédente, je me posais la question, à savoir si Mysaria avait bien agi, après avoir remarqué la présence de l'ennemi. Mais au fond, je m'y attendais, puisque tout œuf qui se respecte ne fait jamais rien au hasard. Tout ce qui nous est montré, présenté, cité et tout plein d'autres synonymes qui se terminent par « et », aura une importance tôt ou tard dans ce qui nous est raconté. Bon, t'as aussi des exceptions, mais en général on appelle ça un nanar. Par contre, on est d'accord qu'elle a bâclé le travail. Étant donné que le gars a eu le temps de faire tout le tour du proprio, de se faufiler dans la chambre de la reine, et d'être à 2 doigts de l'oxyre, alors que tu lui tombes dessus sur la plage, ni une ni deux, tu le suis de façon subrogative en faisant le tapin, et là, normalement il a pas le temps d'agir. Pourquoi? Non, sans déconner, fais un effort. Parce que t'as prévenu la fine équipe qui s'empresse de balancer un... Tandis que Rhaenyra demande à Rhaena de se sacrifier en emmenant par crainte ses enfants loin de Pendragon, ce qui fout en rogne cette dernière, Daemon, lui, débarque à Harrenhal. Et il se trouve qu'en visionnant ce passage, j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Notamment dans sa mise en scène, avec cette arrivée à d'autres dragons en vue FPS, que j'ai trouvé vraiment sympa, ou encore quand on passe en mode exploration, dans un château en ruine qui pourrait d'ailleurs aussi être l'endroit idéal pour une chasse aux fantômes. Bonjour. Je m'appelle Guillaume. Je suis venu pacifiquement et simplement vérifier s'il est effectivement possible qu'il y ait une présence ici. C'est donc autour d'un repas dont Daemon se méfie que le gouverneur d'Harrenhal exprime ses doutes quant à la sincérité de Larys et sa trahison envers sa famille. Et on assiste également à une situation assez comique, dans le sens où le gouverneur ne peut pas s'empêcher de réduire Daemon à un simple prince, ce qu'il met clairement de travers. Même si nous possédions l'or, mon prince. Votre majesté. Et c'est suite aux explications de Daemon concernant son projet ultime, à savoir celui de régner sur le trône, que l'on retrouve Criston qui a pris le temps de se couper les tifs. Bah ouais, faut pas déconner, avant chaque grande bataille, faut surtout pas oublier de se faire une beauté, c'est la moindre des politesses. Nouveau look. Et qui fait connaissance avec le frère d'Alicent, qui ne manque pas de lui faire part de son admiration en ayant pris la place de son père en tant que main, malgré ses modestes origines. Quelle ascension vertigineuse les dieux vous ont accordée.
Et Alicent donne le coup de grâce en expliquant à Criston qu'il aura la chance inespérée de batailler aux côtés de son frère. On a offert de vous accompagner au combat. Quoi, un jour je te crame ta famille, toi. Alors de deux choses l'une, soit on nous vend un duo qui donne l'impression qu'ils vont se détester comme pas permis et qu'au final, à notre grande surprise, ils vont combattre côte à côte et pourquoi pas le sauver pour remonter dans l'estime d'Alicent, soit ils vont se foutre sur la gueule, le frangin va se faire décapiter et Criston retournera vers Alicent en exprimant sa tristesse et le valeureux chevalier qui était son frère. Ouais, on est d'accord. On va partir sur la seconde théorie. À Père Dragon, c'est tout l'inverse. Rien n'est fait, tout est à faire. Rhaenyra se prend des réflexions par grappe de 12. Elle leur donne l'impression qu'elle en branle pas une, qu'elle n'ose pas agir et assumer une possible guerre. Comment ça, parce que c'est une femme? Je sais pas. Je veux pas de problème. Peut-être, oui, peut-être. Mais ce dont je suis quasi sûr, c'est qu'il y a un des membres du conseil qui va finir par se faire cramer par le dragon de Rhaenys. Tout simplement parce qu'il a une certaine tendance à ouvrir sa grande gueule de manière à faire tripler de volume les valseuses d'un eunuque. La valeur d'une épée ne réside pas dans son fourreau. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Puis, pendant que Rhaenys fait part de ses craintes en faisant comprendre à Corlys que ça sent le sapin, Rhaena, qui pensait être mise à l'écart, se rend compte qu'une plus grande responsabilité repose sur ses épaules. Étant donné qu'elle devra assurer la protection de plusieurs œufs de dragon qui seront leur dernier atout si Père Dragon devait tomber. Tiens, d'ailleurs je vous partage une petite info au passage, il semblerait que ces œufs soient ceux des dragons que l'on peut voir dans Game of Thrones et qui accompagnent Daenerys. De retour à Port-Réal, on en apprend un peu plus sur le point de vue de la reine Helaena vis-à-vis du peuple, qui évoque notamment la mortalité infantile. Et, mea culpa, j'ai dit dans une précédente vidéo que je ne lui laissais pas plus de 2 épisodes avant de l'avoir quitté la série, en fonçant dans un mur la tête la première. Et il se trouve qu'au contraire, elle me semble bien plus tenace, et a cette volonté de se mettre au même niveau que le peuple, ce qui est tout à son honneur et promet un règne prospère. Donc, visiblement, c'est pas pour après-demain qu'elle va se foutre en l'air. Mais n'ayez crainte, on est dans House of the Dragon. Les faibles partent toujours les premiers, du coup, tâchez de garder espoir, tout n'est pas perdu. Et là, on a Alicent qui admet que malgré l'amour qu'elle avait pour le défunt Jaehaerys, elle s'inquiétait davantage pour sa fille Helaena, qui était forcément au plus bas depuis la mort de son fils, ce à quoi sa fille lui pardonne. Et là, je me suis posé une question. C'est peut-être clair pour les autres, mais pour ma part, je me suis demandé, est-ce qu'elle lui pardonne d'avoir privilégié ses sentiments envers sa fille, ou bien elle lui pardonne d'avoir couché avec un chevalier? Bon, entre parenthèses, le jour de la mort de Jaehaerys, ce qui la fout assez mal. Bon, personnellement, je pencherais plus pour la partie de jambes en l'air avec Criston, mais je me plante peut-être. Alors, attention, accrochez-vous, je vais tenter un nouveau concept. Si vous avez une piste, n'hésitez surtout pas à ne pas laisser de commentaires. Oui, parce que vu que je n'ai eu aucun retour concernant mes précédentes interrogations, on sait jamais, sur un malentendu, la psychologie inversée pourrait porter ses fruits. En parallèle, on a le roi, qui, encore une fois, souhaite naturellement s'investir dans cette bataille, mais qui se voit, une fois encore, contraint de devoir rester au bercail. Toi, tu bouges pas d'ici. Cependant, cette fois-ci, le roi accepte de ne pas prendre part au combat. C'est pourquoi, pour tuer le temps et oublier tout ça, ses potes lui suggèrent de se rendre dans une maison de joie, ce qui n'est visiblement pas du goût de notre bon roi. Situation assez étrange, surtout quand on connaît assez bien l'univers de Game of Thrones, où les protagonistes n'hésiteraient pas une seconde à se jeter dans la cuisine. Ah, mais voilà! Là, je te reconnais bien, mon salaud. Visez un peu ce sourire de taquin. Sans déconner, il a failli m'avoir, ce con. On se rend alors chez les Catins, en compagnie du roi qui tombe nez à nez sur son frangin Aemond, qui a visiblement encore paumé son froc et qui est blotti dans les bras d'une Catin. Le roi Aegon ne manque pas de se moquer de lui devant ses acolytes. Et j'avoue avoir eu un peu de compassion pour le personnage d'Aemond à ce moment-là, jusqu'à ce que sa fierté reprenne le dessus et propose aux autres d'abuser à leur tour de cette pauvre femme. Et là, vous vous dites très certainement... Bah putain, faut vraiment pas avoir de bion pour ne pas suivre la situation. Sans blague, j'ai jamais vu un connard aussi con que cet Hop, 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 hop. Déjà tu baisses d'un ton, et pour ce qui est des bijoux de famille, figure-toi qu'il en a. Si, je t'assure, il me les a même foutus en pleine tronche sans aucune hésitation. J'étais pas prêt. Autant dire que dans ma tête, ça a vrillé comme jamais. Bon, dernière chose avant de passer à la suite, je dois avouer que cette scène m'a beaucoup fait penser à une scène culte. Bon allez, on va faire un petit jeu. À quel film vous fait penser cette scène ? C'est bon? Vous l'avez? Non? Bon. Et si je fais ça?
Peu de temps avant l'arrivée du roi, on découvrait un nouveau personnage qui se dit être un membre de la famille des Targaryens. Et plus précisément, le frère bâtard de Viserys et d'Aemon. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il veut impressionner son entourage? Perso, je veux bien y croire. Quoi qu'il en soit, affaire à suivre. En parallèle, on a le frère d'Alicent qui veut faire bande à part et se coller les miches bien au chaud dans une taverne. Ce qui n'est pas du goût de Criston qui tente de l'en dissuader, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un dragon noir chevauché par Bella et qui fonce droit sur eux, avant que ces derniers ne puissent lui échapper en se cachant dans les bois, et que Criston en profite pour leur montrer qui que c'est le chef. Alors autant j'ai trouvé la scène vachement classe, autant, sur le moment, j'ai pas compris pourquoi Bella n'a pas utilisé l'attaque spéciale Dracarys quand elle en avait l'occasion. Cependant, on a par la suite un petit passage qui pourrait effectivement expliquer la retenue de Bella. Et je n'ai pas engagé le combat. Selon vos ordres. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Rhaenyra apprend, notamment par le conseil, que l'ennemi a déployé ses troupes et qu'il est plus que jamais temps d'agir. Mais celle-ci n'en démord pas et insiste sur le fait qu'il faut privilégier la réflexion à l'action. Ce qui n'est bien évidemment pas pour déplaire à Rhaenys, qui pense très certainement qu'elle a en grande partie su la dissuader d'agir. Autrement dit, dossier classé, affaire suivante. Objection! De quoi ? Vous affirmez que Rhaenys a convaincu Rhaenyra de ne pas se lancer tête baissée dans une guerre qui, au vu des différentes raisons qui pourraient la justifier, ne devrait finalement pas avoir lieu. Est-ce exact ? Oui, c'est bien ça. Par contre, si vous permettez, j'ai à mon tour une petite question à vous poser. Qui êtes-vous ? Et, accessoirement, qu'est-ce que vous foutez là ? Nous sommes bien d'accord. Néanmoins, il se trouve que selon moi, la véritable raison qui a poussé la reine à se résigner est cette lettre. Celle-là même envoyée par Alicent et que vous avez oublié de souligner dans votre vidéo. Somme toute amusante. Bon, alors c'est pas compliqué. Soit tu me dis qui t'es, et aucun problème, on pourra causer du temps qui fait. Ce que t'as graillé à midi, je m'en cogne. Soit tu continues dans ta lancée, et là, autant dire que je ne répondrai plus de rien. Vous ne répondrez plus de... C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon pied va légèrement se soulever et va fatalement se retrouver sur la partie gauche de ta surface faciale. Ou droite, je me suis pas encore décidé. Ah oui, quand même. Ah, c'est hostile le projet, si je puis me permettre. Voilà. Sinon, pour en revenir à la lettre, j'allais justement en parler, mais un peu plus tard. Je voulais faire un genre de transition, vous voyez ? Ah oui, je vois, en effet. Ce qui, vous l'admettrez, est assez cocasse, étant donné que j'ai privilégié l'action à la réflexion, ce qui est contraire à ce que vous disiez plus haut. Ouais. En effet, c'est super cocasse. Bon allez, je ne vous dérange pas plus longtemps, passez une très bonne journée. Bref, reprenons. On retrouve donc Daemon, putain de bordel de merde, et je sais toujours pas qui c'était ce con-là qui est venu me péter les noix. On retrouve donc Daemon à Harrenhal, qui semble avoir des visions et voit notamment sa nièce tenant dans les bras un enfant, et qui n'est autre que Jaehaerys, au vu de la cicatrice au niveau du cou, probablement pour montrer que Daemon va devoir porter ce lourd fardeau toute sa vie. Puis on a cette femme qu'on pourrait prendre pour une sorcière puisqu'elle donne l'impression qu'elle est justement responsable de ses visions, surtout quand elle souligne le fait que Daemon trépassera à cet endroit même. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite, perso j'entends ça, je me tire fissa, mais plus jamais tu me revois dans le coin. Puis, suite à un échange entre Mysaria et Rhaenyra, cette dernière se rend à Port-Réal, en tenue de religieuse pour passer inaperçue et ainsi rencontrer Alicent en espérant la convaincre de calmer le jeu. Puisque, et on y vient enfin, Rhaenyra s'est finalement décidée à lire la lettre d'Alicent, qui lui a sûrement fait part de son point de vue en tant que mère, d'où le Mother, que l'on peut lire dans la lettre, et peut-être lui faire comprendre qu'en tant que tel, leurs agissements peuvent effectivement avoir une justification, mais pas au point de déclarer une guerre, qu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Quoi qu'il en soit, la rencontre se fait bel et bien, et on a là un passage, si ce n'est le passage que j'attendais. Celle où on évoque le malentendu autour de la chanson de la glace et du feu. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce que ce passage arrive aussi vite. Je me suis même demandé s'ils allaient en faire référence un jour ou si Alicent l'emporterait avec elle dans sa tombe. Et donc, lorsqu'Alicent apprend que les paroles de Viserys n'étaient rien d'autre que les paroles d'une chanson, elle a visiblement du mal à y croire, mais bizarrement, elle l'accepte assez rapidement. Je pensais qu'elle allait avoir quelques doutes, mais non, que dalle. Du coup, je me suis dit qu'elle agit de la sorte peut-être pour montrer que les choses n'auraient pas pris cette tournure s'il n'y avait pas eu ce malentendu et que, quelque part, elle se sent en partie responsable de cette situation. Mais malgré tout, elle insiste sur le fait qu'elle n'a aucun contrôle et qu'il est malheureusement trop tard. Autrement dit, il va falloir faire un choix entre garder espoir quant à une possible trêve ou se déclarer officiellement la guerre, mais à contre-cœur. Encore une fois, un épisode efficace, avec l'arrivée de nouvelles intrigues, du coup, encore plus d'interrogations, et du côté de cette guerre qu'on nous tease depuis la fin de la première saison, ça se précise.
Côté réalisation, et au risque de me répéter, ça tient toujours aussi bien la route, avec une mise en scène très inspirée et, une fois encore, un passage que j'ai trouvé assez vidéoludique qui m'a tout particulièrement plu. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter pour rendre cette vidéo beaucoup plus visible, ne serait-ce qu'avec un smiley caca, vas-y lâche-toi, fais ce que tu veux, t'as mon feu vert. Et je vous dis à très vite pour la prochaine review, ciao.